Parce que maintenant, on n'est plus en production, on est en surproduction de plastique. C'est-à-dire que depuis que le plastique a été inventé, dans les années, ou plutôt créé en masse depuis les années 50-60, il n'y a que 10% qui a été recyclé à l'échelle globale. C'est-à-dire que le reste est dans l'environnement. Étiez-vous à Oshéaga en fin de semaine? Et si oui, avez-vous vu une paille? Non! Parce que le festival, comme plusieurs autres, a décidé de bannir les petits tubes de plastique, alors qu'au Canada, à chaque jour, on utilise plus de 57 millions de pailles. Plusieurs personnes et organismes leur tournent le dos. C'est quoi le problème avec les pailles de plastique? Puis est-ce que tout le monde peut vraiment s'en passer? J'en discute avec Loujane Kurdi de Greenpeace Canada. Loujane, les pailles en plastique font partie des 10 objets les plus ramassés quand on nettoie les plages du monde entier. Elles se recyclent pas ou on n'est pas capable d'en disposer convenablement? Absolument. C'est le 9e item qu'on retrouve le plus sur nos côtes canadiennes. Donc, il y a beaucoup d'autres déchets. Il y a aussi à la tête de la liste les bouchons des bouteilles en plastique. Ensuite, il y a les bouteilles en plastique, mais aussi les pailles. Pour la majorité, non, elles ne sont pas recyclables. Et lorsqu'elles le sont, elles tombent à travers les mailles des centres des tri. Et c'est très facile de les retrouver dans l'environnement. Et puis, une paille en soi, quand elle se retrouve dans l'environnement, elle peut rester là 200 ans. Elle ne disparaît jamais en fait, parce qu'à la fin, elle va finir par se décomposer. Et quand elle se décompose, ça devient du microplastique. Et du microplastique est ingéré par les poissons. Et de fil en aiguille, on se retrouve nous-mêmes avec du microplastique dans nos corps. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est très bien que les gens soient conscientisés. Et ici encore, au Québec et au Canada, il y a une vague, il y a une montée de la part de la population qui demande justement à ce qu'on fasse quelque chose par rapport au plastique, à la pollution plastique. Et la paille est devenue en quelque sorte le symbole de notre lutte contre la pollution plastique. Alors on va donner comme exemple Starbucks par exemple, qui comme toutes les autres chaînes, McDonald's, A&W, etc., depuis en fait le sommet du G7, depuis le 7 juin, ont toutes décidé de bannir leurs pailles en plastique. Puis d'offrir des pailles en papier. Exactement. Starbucks, pour la petite histoire, ça fait 10 ans qu'elle promet de trouver une solution. Donc en 2008, elle avait sorti une première annonce comme quoi elle allait essayer de remplacer tout ce qu'elle avait en plastique qu'elle offrait dans ses branches. Mais 10 ans plus tard, tout ce qu'ils font, c'est annuler ou bannir les pailles en plastique. Et aujourd'hui, ils les ont remplacées par des couverts, desquels on peut boire directement, mais qui ne sont pas plus recyclables pour autant. C'est une belle petite récupération marchande en même temps. Exactement. Moi, j'ai ma propre paille en métal que je prends avec moi un peu partout. On peut simplement commander des kits en ligne. On a une paille, on a des ustensiles qui sont pliables avec une serviette. Donc, c'est très facile, c'est léger. On peut avoir ça tout le temps sur soi. Même quand on est en besoin, c'est facile. Il y a quand même une certaine démonisation de la paille en ce moment. C'est correct. On se fait juger si on en réclame une. Par contre, il y a des campagnes virales comme Stop Sucking ou Straws War qui oublient quand même le fait qu'il y a des personnes atteintes de conditions médicales qui ont besoin au quotidien de pailles en plastique, de pailles pliables, de pailles qui ne vont pas les blesser s'ils ont tendance à mordre, des pailles qu'ils n'auront pas à nettoyer quotidiennement parce que si on a de la difficulté à boire, on a probablement de la difficulté à utiliser aussi de petits outils puis à les nettoyer. Est-ce qu'on vise vraiment le bon objet? Puis surtout, est-ce qu'on le fait de la bonne manière? Il y a des gens qui se sentent laissés de côté dans le combat contre la paille. On n'a jamais dit qu'il fallait aller bannir un item en plastique spécifique. On a toujours dit le recyclage ne va pas régler le problème, il faut réduire à la source tout en donnant des alternatives et des solutions aux personnes qui en ont besoin, comme les personnes handicapées. Donc, ce à quoi on s'attend aujourd'hui, et Seattle c'est un très bon exemple, c'est qu'au moins quand on rentre dans un restaurant ou un café, le serveur ne nous propose pas de paille. Donc déjà, inconsciemment, on s'habitue à ce qu'on n'ait pas de paille dans notre tasse, mais qu'il y ait aussi l'option des pailles écolo comme en bambou ou en papier FSC ou en métal de préférence, qu'il y ait aussi des pailles en plastique pour les personnes qui le demandent. Parce qu'on n'a pas encore trouvé la solution finalement qui ne va pas heurter qui que ce soit. Exactement, et c'est ce qui nous ramène. Et il faut toujours savoir que lorsque les compagnies ont pris ces décisions, elles les ont prises sans vraiment aller consulter les communautés. Donc, ce n'est pas un message qui venait de la part des ONG, donc des ONG environnementales, mais c'est vraiment une décision que les compagnies, donc les chaînes alimentaires avaient prise d'elles-mêmes. Et maintenant, ça crée un débat assez controversé. Puis, chez Greenpeace, pour vous, là, la réduction de la paille, c'est une tâche individuelle ou politique? Parce que je me demande vraiment, même à la gang, à quel point on peut détruire le règne de la paille, puis si ça ne prendrait pas plutôt une taxe convaincante ou une interdiction, un peu comme les sacs en papier? Ça prend une taxe.
Mais ça prend, oui, à la fois nous, en tant qu'individus, qu'est-ce qu'on peut poser comme geste, tout simplement en évitant d'utiliser la paille, en évitant d'utiliser des ustensiles. Les tasses en styromousse. Quand on va dans un café, on peut prendre notre propre tasse. Moi, je l'ai, notre bouteille en inox. Ce n'est pas impossible. Donc, c'est vraiment des gestes faciles qu'on peut poser. Mais je pense qu'au-delà, il y a aussi des gestes politiques qu'on peut poser. Il ne faut pas oublier que nous, le Canada, on génère 3,25 millions de tonnes de déchets plastiques par an. C'est beaucoup. C'est immense. C'est beaucoup. On a une vraie crise du recyclage au Québec et malgré le fait qu'on soit un pays développé, on n'a pas nécessairement toutes les infrastructures et encore plus pour le plastique, encore moins plutôt pour le plastique. Et donc du coup, on doit faire affaire avec des pays débouchés comme la Chine. Or, depuis que la Chine nous a fermé la porte, depuis le 1er janvier de cette année, on s'est vraiment retrouvé dans un gros pétrin, ce qui est le cas. De deux, au niveau politique et au niveau gouvernemental, au sommet du G7, je pense qu'il y a eu une déception généralisée parce que tout le monde sait qu'il y a quelqu'un d'autre qui avait vraiment changé l'importance du sommet du G7 et que tout le monde a été distrait par l'exubérance de cette personne-là et donc vraiment tout ce qui était enjeux environnementaux. C'est vrai, c'est ramassé dans l'ombre. Exact. Vraiment, le Canada, oui, il y avait l'intention, mais il n'y a pas eu d'action concrète. C'était encore une charte, donc une charte zéro déchet plastique, mais qui n'aboutissait à rien. Concrètement, qu'est-ce qui se passe? Concrètement, c'est quoi les résultats? Où est-ce qu'on s'en va? Parce que maintenant, on n'est plus en production, on est en surproduction de plastique. C'est-à-dire que depuis que le plastique a été inventé, dans les années, ou plutôt créé en masse depuis les années 50-60, il n'y a que 10% qui a été recyclé à l'échelle globale. C'est-à-dire que le reste est dans l'environnement. Il y a l'intention, mais il n'y a pas concrètement d'action sur le terrain. Est-ce qu'on peut s'attendre à un coup d'éclat là, pour favoriser l'action? Je peux-tu comme avoir un scoop, un plan, un dessin, un lieu? Le 15 septembre, déjà, on se prépare pour le 15 septembre. C'est la journée internationale du nettoyage des plages. C'est pas une belle traduction en français, mais World Cleanup Day. Ça va. Voilà. Et donc, nous, on se prépare parce que l'année dernière, on avait commencé ça. On a fait ça aux Philippines et cette année, on va faire la première édition au Canada. OK. Donc ça, en soi, le but, ce sera d'aller non seulement nettoyer, mais on va faire une enquête de marque où on va vraiment aller trier tous les déchets qu'on va trouver sur les plages canadiennes. Pour le moment, notre but, c'est d'essayer de faire ça d'est en ouest, mais il faut encore qu'on puisse confirmer les plages qu'on va sélectionner parce que ça prend beaucoup de bénévoles. Donc, si je peux me permettre, je lance un appel aux bénévoles. Allez-y. Pour venir nous aider à nettoyer ces plages. Et là, on va trier et numéroter et lister. On a une méthodologie très, très stricte. Et on va retrouver les déchets des plus grands pollueurs et on va les exposer le 2 octobre, lorsqu'on va aussi révéler une sculpture d'art qui va être faite à partir de ces déchets en plastique. Réalisé par qui? Justement, on est à la recherche d'un artiste. Donc, hier, on a aussi lancé notre appel aux candidatures pour que les artistes de partout au Canada nous soumettent leur idée. On va essayer de filtrer, on va collaborer avec eux pour faire cette sculpture en octobre. Bien, l'invitation est lancée. J'aimerais beaucoup que ce soit un artiste de la communauté d'Urbania qui joue avec les déchets de nos multinationales. Merci beaucoup, Lujane Kurdi. C'était à la fois inquiétant puis intéressant. C'est 2 sentiments avec lesquels j'aime beaucoup jongler.